des sexes, c'est quelque chose en fait qu'on ne maîtrise pas du tout, ben, du tout, et toujours pas aujourd'hui d'ailleurs, hein, et c'est une donc voilà, il me semble que c'est une question capitale, à traiter et en tout cas, c'est à débattre. Donc voilà, j'ai un point de vue et cetera, enfin, mais moi, ce que je souhaite surtout, hein, ici, c'est qu'on en débatte tous, voilà, hein, je suis alors la question que je me pose, hein, la question que je me pose, en vrai, y a-t-il vraiment une sexualité masculine et une sexualité féminine? Voilà. Donc y a-t-il vraiment une jouissance féminine différente de la jouissance masculine? Donc dans quel contexte est apparue cette histoire-là, hein, de jouissance, féminine? Si cette question donc de la jouissance féminine est venue à Lacan, hein, c'est d'abord parce que c'était une époque où la libération sexuelle des femmes était sous les projecteurs et du coup, je pense que Lacan a eu besoin de mettre des mots sur un principe qui était en train de lui échapper. Voilà, qui était en train de lui échapper du côté des femmes. C'est-à-dire que d'un seul coup, elles se sont mises à exister, ça a flambé et leur sexualité, bah, elle s'est libérée et comme tous les hommes de cette époque-là, hein, heu, lui, Lacan, hein, ça a dû il me semble que ça a dû le bousculer et donc pour comprendre ce qui se passait justement du côté, hein, de ce qui se libérait chez elles, donc chez les femmes, il s'est donc intéressé à leur jouissance. Alors, je crois qu'il a même été le premier, hein, et je crois qu'il a même été le premier à s'y intéresser parce qu'il me semble qu'avant, bah, tout le monde s'en fichait, hein, tout le monde s'en fichait de la jouissance des femmes, même les femmes elles-mêmes. Même les femmes elles-mêmes qui étaient surtout, finalement, hein, si on se souvient bien, qui étaient, surtout des objets de jouissance l'objet de jouissance des hommes. Donc Lacan invente la notion de l'autre jouissance. C'était pour dire ce qui lui apparaît à ce moment-là, c'est-à-dire que à ce moment-là, lui apparaît que les femmes jouissent d'une satisfaction différente de celle des hommes. Alors, je parle de ça, hein, je parle de ça en tant que femme. Voilà. Sachant que Lacan, comme vous le savez, il reprochait beaucoup aux analystes femmes de ne pas en parler. Donc je m'y colle. Voilà, je m'y colle, mais ça ne va pas forcément plaire, on va dire, aux masculins, donc un peu aux hommes. On va voir. Donc on est dans les années 72-73, dans les séances du séminaire Encore. On est donc en pleine révolution féminine. Lacan se pose donc des questions sur ce qui se passe dehors, dans la rue. Donc il se tourne vers les quelques femmes de son auditoire et il leur reproche de ne pas tout dire, de ne pas tout dire sur leur propre jouissance. On dirait même qu'il en était un peu vexé. Mais ça sous-entend aussi que les hommes, eux, ils disent tout. Voilà. Alors qu'elles, elles garderaient leurs petits secrets. Et justement, c'est là que moi, en tant que femme, ça m'interroge, parce que pour qu'elles puissent garder un secret, il faudrait déjà qu'elles en aient un. Et plus ils pensent que si elles n'en soufflent le mot, hein, c'est ce qu'il dit, je le cite, hein, si elles n'en soufflent le mot, c'est parce qu'elles n'en savent rien de cette jouissance. C'est ce qu'il dit. Ce qui, moi, alors là, me surprend. Ça me surprend parce que si leur jouissance était la même que celle des hommes, pourquoi les femmes en sauraient plus sur leur propre jouissance, hein? Aussi bien, elles en savent tout autant. Voilà. C'est donc de ce débat-là, hein, que je veux parler ce soir.
Alors je fais une petite parenthèse, voilà, je fais une petite parenthèse pour dire que mon but, hein, c'est pas ici, qu'on soit d'accord, ce n'est pas de faire une critique de Lacan ou même être contre Lacan. C'est pas du tout ça le but, hein. Le but, c'est de reprendre cette histoire de jouissance autre, hein, comme un concept qui est apparu à un moment, à une certaine époque, et pas n'importe laquelle époque, hein, fallait que ça apparaisse à ce moment-là, et donc de l'analyser donc aujourd'hui sous un éclairage qui est peut-être un peu plus distant par rapport à un discours très masculin, hein, très masculin à l'époque. C'est-à-dire que la cible du patriarcat, c'était la différence des sexes, même chez les psychanalystes. Alors l'important aujourd'hui, c'est qu'on puisse avancer en psychanalyse. Ça, alors là, de toute façon, c'est ma bataille, hein, c'est ma bataille en ce moment. C'est de comprendre donc la démarche de Lacan, donc de la comprendre, de la suivre, hein, sans rester figé dans des théories qui font acte de vérité absolue. Alors ça, moi, ça passe pas. Donc la psychanalyse, il faut savoir que ça reste toujours ouvert, hein, voilà. Donc c'est toujours à re-questionner et à retravailler. Même du côté des référentiels, voilà, même du côté du référentiel. Parce que je vais vous dire un petit secret justement, moi ça m'énerve, hein, quand j'entends à ce concept-là. Alors par exemple, le féminin, j'ai quand même fait une thèse sur le féminin. Ce concept-là, le féminin, on ne peut pas l'employer, ce n'est pas psychanalytique. Et puis alors, on m'en a dit aussi pour d'autres. On m'a dit ça pour l'addiction, on m'a dit ça, bah, voilà, hein. Bon, donc j'en parle. Voilà. Alors, le plaisir des femmes intéresse beaucoup Lacan. Pourquoi? Alors peut-être parce qu'il a le sentiment que ça lui est étranger. Comme si un peu comme si hommes et femmes étaient 2 espèces différentes. Ce qu'on peut constater, hein, c'est qu'il interroge la jouissance féminine davantage, alors je pense qu'il va y avoir débat là-dessus, hein, mais moi c'est ce que je ressens, hein, davantage sur le versant physique, le versant, on va dire, naturaliste, hein. C'est-à-dire que dans ses propos, c'est l'essence qui domine plutôt que l'existence, hein. C'est-à-dire, qu'il ne prend pas l'inconscient freudien comme référence, hein, encore en tout cas dans ce texte-là. Alors pourquoi je dis ça? Pourquoi je dis ça? En fait, qu'est-ce qu'il entend par autre jouissance, Lacan? C'est-à-dire celle que les femmes sont en train d'afficher à grand bruit. Il dit là quelque chose qui n'est pas quand même à prendre à la légère. Moi, c'est ça que j'ai retenu en premier, hein. Il dit que ça lui est étranger. Sous-entendant, hein, il sous-entend: «Nous, les hommes, on ne fait pas partie de la même espèce». Il emploie le mot espèce. Heu, ce que vous, les femmes, ce que vous nous dévoilez aujourd'hui, ça nous est inconnu, hein. C'est-à-dire que pour lui, c'est un savoir inconnu de lui. Voilà, il en est même peut-être un peu amer parce que justement ça lui échappe. Alors lui, hein, lui qui est aussi sous les feux des projecteurs du monde intellectuel, là, il y a quelque chose dont lui-même ne sait rien. Alors du coup, on peut penser qu'à cause de ce savoir qu'il ignore, il va prendre un chemin, hein, dans sa démonstration où il va dire, où il va nous montrer en fait qu'il n'est pas très à l'aise, il n'est pas très à l'aise avec ce féminin qui se manifeste, sachant que c'est vrai,
c'est vrai, hein, il faut en tenir compte à ce moment-là. Avant, juste avant, hein, c'était quand même plutôt tranquille. Le désir des femmes était invisible avant, il était muet, hein, on n'en parlait pas. Sauf que maintenant, ça explose. Voilà, ça explose et pour lui, ça n'appartient pas au monde des hommes. Il n'y a il y a plus les limites prescrites par le masculin, hein, par le patriarcat. C'est-à-dire que ça jouit sans compter. Donc ça angoisse. Ça angoisse et lui, il n'y comprend rien. C'est-à-dire que quelque chose se passe à son insu. Voilà. En tout cas, c'est comme ça que moi je le vois dans le texte. Et Lacan, en fait, il en est d'autant plus dérouté, il en est d'autant plus dérouté que les femmes psychanalystes, qui sont censées détenir un savoir, donc un savoir supplémentaire, semblent se dérober. Et ça l'énerve. Alors, je le cite là. Qu'est-ce qu'il dit à propos des femmes? Depuis le temps qu'on les supplie à genoux d'essayer de nous le dire, eh bien, motus. On n'a jamais rien pu en tirer. Bon, et de coup, c'est des reproches. Il dit: «Elles ne font rien pour faire avancer d'un bout la question de la sexualité féminine». Voilà. En fait, il est en train d'attribuer, quelque part, il est en train d'attribuer un pouvoir aux femmes, un pouvoir sur le savoir, un pouvoir sur le savoir qu'il n'a pas. Et ça le gêne beaucoup. Et je trouve que tout le texte, là, les 2 chapitres, qui parlent de ça, je trouve qu'ils sont traversés par ça, par la gêne de Lacan, de pas savoir. Alors que pour moi, finalement, la question serait plutôt: si elles ne disent rien, est-ce que c'est en vrai parce qu'elles n'y réfléchissent pas? Hein? Ou est-ce que c'est parce qu'il n'y a rien à réfléchir de différent? Donc c'est ce que j'essaye, hein, c'est ce que j'essaye de dire. On entend bien que Lacan a une vision de l'histoire de cette histoire-là exclusivement ramenée au corporel et donc à l'espèce, donc au naturalisme. Pour lui, cette jouissance féminine, ça ne peut pas être du masculin. Voilà, ça a rien à voir avec les hommes. Du coup, pour lui, si les femmes ne disent rien de leur propre sexualité, c'est parce que c'est certainement lié à la structure. Donc la structure de la jouissance, dit-il. Il dit: «C'est à cause, si les femmes n'en disent rien, c'est à cause de la structure de la jouissance». Moi, j'ai trouvé ça assez fort parce que qu'est-ce qu'il dit là? Il dit que la différence anatomique des sexes implique, donc ça implique pour lui une différence de structure. C'est pas ce que dit Freud, hein. Donc là, du côté de Lacan, les hommes n'auraient pas le même rapport au psychisme que les femmes. Ce sont 2 espèces distinctes. Alors déjà, moi, j'aurais dit, hein, j'aurais plutôt dit lignée, parce que lignée des femmes et la lignée des hommes, c'est beaucoup plus symbolique déjà. Mais Lacan, lui, il est très accroché à ce discours des naturalistes qui était très à la mode à l'époque. Voilà, c'est-à-dire que là, dans ce qu'il dit, hein, on n'est pas dans le réel, hein, on n'est pas dans le réel, c'est-à-dire, le R du style, le réel, le RSI, hein. On est presque chez Darwin là. C'est-à-dire que cette conception très binaire des sexes, c'était le discours de l'époque, c'était le discours de l'époque, le discours, culturel, mais en tout cas, c'était pas un discours psychique. C'était pas en rapport avec le psychisme. Alors c'est quoi ce discours? C'est un discours, je vais aller encore plus fort, organiciste, basé sur le fait que
comme les femmes n'ont pas de pénis, elles font partie de l'espèce castrée, alors que l'espèce masculine, elle, elle échappe à la castration. Donc leur jouissance pour chacun des sexes est différente par essence et non par existence, c'est-à-dire non psychiquement. En tout cas, dans le discours de l'époque, seul l'organe sexuel, avoir le pénis ou pas, définit le genre homme-femme. Ce qui voudrait dire que l'homme n'a de tendance et de jouissance que d'essence masculine. Donc laissant à la femme l'exclusivité du féminin et donc une jouissance qui va avec. Et donc l'essence est déduite chez la femme du fait de sa castration. Voilà. Là, on entend que ça induit quand même un cloisonnement entre les 2 lignées, hein. C'est-à-dire que l'opposition masculin-féminin a quand même été assignée pendant des siècles en stricte concordance avec la différence anatomique des sexes. C'est-à-dire que c'est comme une évidence biologique, hein, une loi universelle. En tout cas, jusqu'à ce que Freud questionne, qui questionne quoi? Bah, la possibilité d'un psychique bisexuel. Malheureusement, ça a été refoulé aussi sec. Dès sa mort, terminé. Et c'est vrai que pour les hommes, de se raccrocher à cette idée qui n'avait rien à voir avec le sexe féminin, eh ben, ça les a rassurés. Ça les a rassurés, c'est-à-dire que ça les a rassurés de ne pas être du côté de la castration. Et ça a donné donc le fond du discours patriarcal. C'est-à-dire un discours défensif, ça servait à se défendre, contre le féminin. Voilà, comme si l'inconscient, finalement, hein, moi, de ce que je lis de ces 2 textes, comme si l'inconscient était divisé entre masculin et féminin. Et du coup, Lacan, Lacan s'appuie sur cette différence anatomique pour dire que chez les mâles, il y en a au moins un. Il y en a au moins un qui n'est pas castré et qui domine donc. Enfin, c'est ce que tous les hommes et même les femmes s'imaginent. Et chez les femelles, il n'y en a pas une, il n'y en a pas une seule. Et ça a été pris au pied de la lettre. Heu, bon, depuis, je me suis rendu compte que le discours avait changé, hein. Mais je rappelle qu'il n'existe aucun homme quand même, aucun homme qui peut faire sa loi à tous les autres hommes ou femmes. C'est-à-dire que la loi qui interdit l'inceste relève d'un repère symbolique. Alors un repère, c'est symbolique. Alors c'est incarné. Le symbole, il est incarné par un père, en tout cas par un tiers, aussi bien ça peut être par l'amant de la mère, ça peut être par le boulot de la mère. Elle est passionnée par son travail, son enfant, sent qu'elle désire ailleurs. Ça peut être incarné par la femme de la mère. Aujourd'hui, il y a ça quand même. Donc il y a pas un homme, hein, quand on dit qu'il y en a un, non, il y a pas un homme. Heu, je crois qu'avec ce un qui existe et pas une, je crois qu'on est, ici dans une confusion organique qui consiste à dire l'avoir ou pas, qui consiste à dire l'avoir ou pas le pénis, alors que personne ne l'a. Et en fait, qu'est-ce qu'on n'a pas? C'est surtout le phallus. C'est-à-dire que le tiers de la loi symbolique, hein, c'est celui qu'on imagine avoir le phallus et pas le pénis, voilà. Et effectivement, il l'a pas forcément le pénis, il n'a pas forcément l'organe.
Mais là, ce un qui existe et pas une, ça permet quand même à Lacan ça permet à Lacan de dire que la femme, elle n'est pas toute. Alors, voire, elle n'existe pas. Bon. Et justement, on verra, et c'est ça qui est étonnant, c'est qu'on verra, heu, que Lacan, il y reviendra en 80, parlant d'un malentendu sur cette histoire, ce que je viens de vous raconter. Mais en attendant, ces aphorismes, c'est quand même ceux d'un discours masculin angoissé, qui rappelle aux femmes, hein, le pas toutes, elle n'existe pas, machin, tout ça, enfin bon, qui rappelle aux femmes qu'elles ont beau faire leur révolution, par nature, c'est important, par nature, ce sera toujours les hommes qui domineront. Voilà. Donc je me demande si sous prétexte de théorie, hein, il y a ici, à travers les paroles de Lacan, un vrai désir masculin, finalement, un vrai désir d'effacement du féminin. Donc une jouissance qui fait peur, hein, une jouissance qui fait peur parce que c'est une jouissance qui se réveille. En tout cas ici, il s'interroge sur la jouissance féminine avec les outils et la dialectique de son époque, voilà, jusqu'à différencier la jouissance structuralement. Voilà. Pour lui, c'est naturellement évident que les femmes ne sont pas structurées psychiquement comme les hommes. Sauf que les années 70, hein, c'était aussi l'époque où le féminin, qui sortait de sa répression, remontait à la surface et faisait remonter avec lui la notion de bisexualité psychique. Donc, qui a été repérée, comme je vous disais tout à l'heure, qui a été repérée par Freud il y a plus de 50 ans. Voilà. Et qui, elle est commune aux deux genres. Et du coup, commune aux deux jouissances. La jouissance des deux sexes, hein, elle est finalement impactée par la bisexualité psychique quand même. Voilà, mais Lacan, lui, il refuse d'en tenir compte, hein, dans les textes, il n'en tient pas compte. Certes, il crée, hein, au cours du séminaire encore, tellement la jouissance des femmes le travaille, hein, il crée cette année-là les formules de la sexuation. Je crois qu'il a commencé à les créer à ce moment-là. Mais il les crée à partir de l'homosexualité des hommes, c'est-à-dire ceux qui, pour lui, fantasment d'être castrés et de jouir comme les femmes. D'ailleurs, pour ça, il s'est intéressé aussi aux transsexuels, hein. Vous connaissez la clinique des transsexuels vue par Lacan, très intéressante. Mais Lacan, là, il ne parle pas de bisexualité psychique, hein, comme si la sphère pulsionnelle chez la femme n'était pas la même que celle des hommes. Pour lui, donc, la jouissance féminine est une autre satisfaction. C'est différent, c'est une satisfaction différente que la jouissance masculine. Voilà, alors ça fait 50 ans qu'on est resté figé, donc moi, il me semble, dans cette interprétation-là, hein, et finalement, sans vraiment chercher, je trouve, à savoir ce que Lacan voulait en dire. Donc je repose la question, y a-t-il réellement une sexualité féminine et une structure masculine? Et donc une jouissance féminine différente de la jouissance masculine? Voilà, je me demande pourquoi il y aurait 2 montages psychiques différents entre les hommes et les femmes. Alors qu'on sait, hein, on sait que les petites filles, elles sont d'abord des garçons, on le sait ça. Freud le dit, il le dit en toutes lettres dans sa 33e conférence sur la féminité, là, la féminité. Il dit, hein, je le cite: «Avec l'entrée dans la phase phallique, les différences des sexes s'effacent complètement derrière leur concordance». Et en plus, la clinique des enfants, quand on s'occupe des enfants, hein, ça le confirme quand même. Voilà. On ne peut pas
contourner cette histoire-là quand même. C'est-à-dire que les 2 sexes accèdent dans leur enfance à la même excitation phallique. C'est-à-dire que le clitoris est une zone érogène. C'est une zone érogène de masturbation et d'érotisme au même titre que le pénis. Voilà. Dans le montage de la structure, dans le montage de la structure, il y a le passage à la jouissance phallique, le passage à la jouissance phallique est la même chez la petite fille que chez le petit garçon. Donc la question, c'est à quel moment la sexualité de la fille basculerait dans un au-delà? À quel moment elle basculerait dans un au-delà du côté de la structure? À quel moment, dans quelles circonstances, la jouissance de la jeune fille deviendrait autre chose que phallique? Alors justement, toujours en 33, Freud nous apporte cette précision fondamentale, alors que je trouve bizarrement, alors j'ai peut-être mal entendu, mais que beaucoup zappent quand même, et Lacan, il n'en a pas parlé non plus, bizarrement. Freud écrit que le clitoris est quand même la zone érogène directrice qui cède sa sensibilité et du même coup son importance au vagin, totalement ou en partie. Voilà, c'est ce qu'il dit, je le cite. Le seul point de différence entre l'homme et la femme, c'est donc que la jouissance phallique de la petite fille prend son origine dans le clitoris, qui est l'équivalent du pénis, et au moment où la fille prend un peu plus de maturité sexuelle, cette jouissance phallique vient irriguer la zone vaginale. Voilà. C'est la seule différence physique, si on revient au naturalisme. C'est la seule différence physique, c'est-à-dire que la jouissance phallique des femmes circule dans la zone génitale qui est formée, contrairement aux garçons, en 2 parties, mais 2 parties qui sont contiguës, qui sont complètement reliées, directement. Mais jamais Freud va parler pour les femmes d'une autre jouissance. Jamais. Et d'ailleurs, psychiquement parlant, les 2 sexes accèdent au même fantasme, c'est-à-dire obtenir le phallus, ce fameux phallus que personne ne possède d'emblée. Donc là où je suis étonnée, c'est que Lacan, qui a eu cette initiative géniale, et heureusement qu'il a existé, cette initiative géniale de revenir à Freud, il ne tient absolument pas compte de ce passage-là concernant les femmes. C'est-à-dire qu'il ignore cette excitation phallique qui s'irradie du clitoris au vagin. Il ne la pointe pas, il préfère dire l'autre, c'est-à-dire, je le cite, la jouissance que je suis en train d'essayer de vous faire aborder, dit-il, par la voie logique. Ça, c'est Lacan, la logique. Donc, il utilise la voie de la logique. Parce que jusqu'à nouvel ordre, dit-il, jusqu'à nouvel ordre, il n'y a pas d'autre voie. Sauf que ce n'est pas vrai. Enfin, pour moi, ce n'est pas vrai. Il y a une autre voie. Il y a la voie qui est décrite par Freud, en tout cas. Voilà, de l'irradiation clitoridienne qui se fait au niveau vaginal, grâce à la contiguïté entre les 2 zones. Alors, Lacan, lui, préfère faire de cette partie anatomique qui lui est inconnue, il préfère en faire une logique naturaliste, avec, alors je le recite, une essence qui ici n'est pas toute. C'est ce qu'il dit. Une essence, le moteur, essence, qui ici n'est pas toute. Voilà, c'est ce qu'il dit. Donc une excitation qui serait par nature propre au corps féminin. Alors il dit, je le recite, se placer sous la bannière des femmes, c'est se fonder à n'être pas tout, à se placer dans la fonction phallique. C'est-à-dire que là, il parle en fait des homosexuels, des transsexuels notamment. Voilà.
C'est-à-dire qu'elle fait de la jouissance des femmes une jouissance de castré. Voilà, et donc quand on est castré, pour lui, c'est pas phallique. Pourtant, pourtant, il y a quelqu'un que j'aime beaucoup qui s'appelle Thomas Laqueur, je ne sais pas si vous l'avez lu, qui a écrit un livre formidable qui s'appelle «La fabrique du sexe», qui est très très intéressant et voilà, hein, c'est une chronologie de la différence des sexes à travers l'histoire. Donc ce Thomas Laqueur rapporte, par exemple, hein, à un moment donné, qu'au Moyen Âge, on disait que le vagin était un pénis retourné. Alors finalement les 2, hein, les 2 étaient donc forcément de même essence, de même excitation, hein. Mais pour Lacan, il y a une jouissance clitoridienne d'un côté, voilà, et une autre de l'autre. De l'autre, c'est-à-dire côté vaginal. C'est vraiment ça le continent noir finalement, hein, pour les hommes en tout cas. C'est-à-dire que c'est coupé, il y a pas de jonction, c'est donc de l'inconnu, voilà. C'est sa logique à lui. C'est une partie indépendante, étrangère, ce n'est même pas pensé. C'est ce qu'il pense lui, que c'est pas pensé, voilà. C'est tellement énigmatique qu'il est donc persuadé que les femmes elles-mêmes ne peuvent pas le penser. C'est ce qu'il dit. Il dit: «Elles n'en savent rien». Voilà. Comment il dit: «Comme on n'a jamais rien pu en tirer», voilà, hein, je le cite, hein: «Comme on n'a jamais rien pu en tirer, alors on l'appelle comme on peut, cette jouissance vaginale», hein, dit-il, «on parle du pôle postérieur du museau de l'utérus et autres conneries». Moi aujourd'hui, ça a du mal à passer quand même, hein. Et c'est vrai, hein. Pourquoi les femmes qui étaient proches de Lacan, hein, pourquoi elles n'ont rien dit, elles? Moi, j'aurais été là, je ne sais pas si j'aurais rien dit. Alors, est-ce que l'ambiance patriarcale faisait qu'elles avaient pris l'habitude de se taire? Est-ce que c'était à cause de ça? Parce que là, ils parlent d'elles quand même, enfin, je ne sais pas comment vous trouvez ça, mais ils parlent d'elles, de leur corps. Heu, ils parlent de leur corps avec mépris quand même, je trouve, hein. C'est même, un peu violent, non? Non, vous trouvez pas? C'est vraiment ça a à voir avec le rabaissement, c'est quand même ça a à voir avec le rabaissement du féminin, là, hein. Et elle, effectivement, c'est motus. Donc elle aura donné raison, hein, à Lacan. Elles lui ont donné raison. Et pourtant, bah, Freud dit, lui, hein, il dit qu'il n'y a qu'une seule libido. Il n'y a qu'une seule libido qui est mise au service de la fonction sexuelle masculine aussi bien que féminine. Je le cite, hein. Nous ne pouvons pas, je continue à le citer, nous ne pouvons pas lui donner à elle-même de sexe, il dit. Et 4 lignes plus loin, il ajoute l'énoncé libido féminine manque de toute justification. Alors, pourquoi Lacan ne reprend pas ça chez Freud? Pourquoi il persiste à faire de la jouissance féminine autre chose? Alors, je ne sais pas vous, hein, mais je ne sais pas comment vous comprenez ça, mais bon, voilà. Il n'y a qu'une seule libido. Il n'y a qu'une seule libido et une libido virile, hein. Freud ne dit même pas masculine, il dit virile au sens phallique. Alors, la libido, c'est quoi? Hein, la libido, c'est la pulsion qui, au stade phallique, s'érotise. C'est ça la libido. C'est donc une excitation érotisée unique dont le sujet se satisfait. Alors, il se satisfait soit sur un versant actif, soit sur un versant passif, hein, et ça, c'est tout pareil tout le temps pour les 2 sexes. Bon, je rentre pas dans le détail de ça, mais en plus, quand on parle de jouissance phallique, on parle de quoi? Eh ben, on parle d'une jouissance qui est bordée, qui est limitée, hein. Elle est limitée par le renoncement de l'Oedipe.
Il n'y a pas de rapport sexuel entre parents et enfants, voilà. De plus, cette jouissance phallique se retrouve d'autant plus limitée elle se retrouve d'autant plus limitée dans la structure névrotique par le père du fantasme, le tiers symbolique. Par le père du fantasme, on bat un enfant. C'est-à-dire que lui, il aide l'enfant, c'est dans le fantasme c'est dans le fantasme de l'enfant, c'est pas le père, le vrai père, hein. Donc il aide l'enfant à jouir pour son propre compte, hors de la jouissance maternelle. Donc il sépare, il limite, il divise. Donc donc quand on parle d'une autre jouissance pour les femmes, est-ce que ça veut dire que chez elles, la limite phallique n'est pas inscrite partout? Est-ce que ça veut dire ça? Pourtant, le texte de Freud s'adresse d'abord aux petites filles et parle de leur excitation, hein, à elles, qui est complètement circonscrite dans le texte, hein, circonscrite justement grâce au fantasme. C'est-à-dire ce fantasme, c'est le moteur de la jouissance, hein. Et ça, c'est circonscrit grâce au père fantasmé qui bat, hein. Le tiers, c'est-à-dire ce fameux tiers qui est imaginé avoir le phallus. Alors aussi bien, hein, dans les familles où les couples, ce sont 2 femmes, il y en a une qui bat. Bon, donc si cette jouissance n'était pas phallique, ça se situerait où dans le montage de la structure, hein? Ça se situerait où? Dans le maternel? Dans un au-delà du père? Ça se situerait dans quoi? Donc la question phallique, en fait, elle n'est pas propre aux hommes, hein. La femme, elle est à plein dedans. Elle y est toute et dans la même mesure. Voilà. Alors question, c'est pourquoi Lacan n'a-t-il pas le même regard que Freud sur la femme et sur sa jouissance? Alors je pense qu'il y a chez lui une confusion entre la jouissance, entre la jouissance dont l'essence est phallique, hein, et donc son mode de satisfaction, c'est-à-dire comment cette jouissance s'exprime, c'est-à-dire comment elle se diffuse. Alors évidemment, j'en arrive à l'orgasme. Donc j'en arrive à l'orgasme parce que c'est forcément du côté de l'orgasme que ça lui pose question à Lacan. Bizarrement, il ne le nomme jamais. Il n'en parle pas de l'orgasme. Forcément, 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 la capacité orgasmique des femmes est différente. Elle est différente et c'est peut-être ça, hein, c'est peut-être ça que Lacan renvoie à la nature de l'espèce. Du coup, il impulse un doute dans nos têtes, voilà. Si les femmes jouissent comme ça, hein, si elles jouissent comme ça sans limite, c'est qu'à un moment donné, hein, elles ne sont plus phalliques. Ce n'est plus circonscrit. C'est ce qu'il dit. Il dit, je le cite: «Il y a quelque chose qui les secoue, les femmes, il y a quelque chose qui les secoue, les femmes, ou qui les secourt». Alors, on dirait moi, cette phrase, elle m'a beaucoup interpellée. On dirait qu'il en parle comme s'il parlait d'elles, comme si elles étaient à un moment donné complètement envoûtées. Comme si elles étaient ailleurs, comme si elles étaient dans autre chose, comme si elles étaient même presque plus dans leur corps. Alors c'est vrai que l'orgasme féminin peut se répéter plusieurs fois successivement. Alors que l'orgasme féminin, c'est une bonne fois l'orgasme masculin, c'est une bonne fois pour toutes, jusqu'à la prochaine érection. Mais est-ce que cette répétition, ça veut dire pour autant que l'excitation éprouvée par les femmes n'est pas phallique? C'est-à-dire que dans son paroxysme, est-ce que ça veut dire qu'il s'agit d'une jouissance qui va plus loin que celle des hommes? Donc une jouissance qui serait au-delà. Mais dans ce cas, au-delà de quoi? Alors que, au bout du compte, dans sa répétition,
dans sa répétition, cette jouissance, elle reste toujours la même. Elle est de nature ou de naissance ou d'essence, pardon, phallique. C'est comme la toute première finalement, c'est comme la toute première jouissance de l'enfant, hein, celle qui est localisée, hein, dans la zone génitale, hein. Celle, voilà, hein, cette jouissance lorsque l'enfant accède à l'érotisation de sa masturbation au stade phallique, voilà. Il n'y a pas plus phallique. Donc c'est quoi l'orgasme des femmes? Eh ben, c'est un orgasme dans un acte sexuel, hein, c'est un orgasme qui est porté par le fantasme du parricide. C'est-à-dire que le père, il est remplacé par l'amant. Là, c'est sûr, les femmes, elles répètent et elles répètent et elles répètent le meurtre du père. C'est même ça qui les secoue et les secourt, je crois. C'est-à-dire, c'est le fantôme du père ou c'est le père qui devient fantôme, hein. C'est celui qu'elles sont en train de trahir. C'est-à-dire que là, elles renversent le fameux fantasme dont je parlais tout à l'heure. Elles renversent le fantasme, un enfant. C'est-à-dire qu'elles font la nique au père. Et donc tout ça, hein, ça se réalise dans le champ phallique, uniquement dans le champ phallique. Elles jouissent dans le champ du fantasme. Voilà. Mais si ça se répète, c'est-à-dire que même si ça se répète, hein, c'est que c'est très circonscrit. Voilà. Alors finalement, la seule différence entre les 2 sexes, hein, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure avec Freud. C'est-à-dire que c'est en quelque sorte la différence, elle est en quelque sorte mécanique. Ça se situe uniquement du côté du nombre. L'orgasme des femmes n'a pas d'obstacle. L'orgasme des femmes n'a pas d'obstacle, il n'a pas d'obstacle vaginal, technique, pas d'obstacle technique vaginal. Si elles parviennent à jouir plusieurs fois au cours d'un acte, c'est uniquement parce que la jouissance virile du clitoris, qui à un moment vient irriguer la zone vaginale, ne rencontre pas le phénomène physique de détumescence. Et du coup, ça devient un problème, ça devient le problème des hommes. Eux, hein, les hommes, ils ont un organe qui s'épuise, qui est évanouissant. C'est exactement le terme que Lacan emploie lui-même dans le savoir du psychanalyste. Comme si finalement, la castration, c'était eux que ça concerne davantage sur le plan physique. C'est-à-dire que chez les femmes, il y a quelque chose en plus. Ça, c'est vrai. Et c'est bien ça, au fond, qui intéresse Lacan et qui l'interpelle, hein. C'est vrai que les femmes ont bien un plus. Elles ont un plus de jouir, mais au sens du nombre, au sens de la répétition, mais sûrement pas au sens d'un au-delà différent du phallique. Et c'est vrai que c'est du bénéfice pour elles. Ça, j'en conviens, c'est du bénéfice pour elles, hein. En ce sens, c'est ce qu'il appelle une jouissance supplémentaire. C'est la répétition. Donc, du côté des hommes, évidemment, il s'agit d'une jouissance qui est plus brève, plus courte, et donc c'est vrai que pour eux, c'est plus frustrant. Alors, moi, il me semble que c'était ça, hein, que c'était ça le problème. Bon, c'est tout le rapport sexiste de l'époque, hein, qui peut-être vient s'afficher là, au cœur même de la jouissance. Alors, est-ce que les hommes, et à commencer par Lacan, n'éprouvaient pas une certaine, entre guillemets, hein, une certaine jalousie quelque part, une jalousie structurale, pour le coup, hein? Une jalousie qui serait propre aux hommes. Comme les femmes, il y a l'envie du pénis, je veux dire, voilà, hein, qui a poussé donc, l'amertume un peu de Lacan à dire, donc je le cite: «Il y a une jouissance à elle qui ne signifie rien». Alors ça, et du coup, elle n'existe pas. Voilà ce qu'il dit, hein. Alors ça, il dit
la femme n'existe pas, mais il dit aussi que cette jouissance-là n'existe pas. Alors là, moi, il me semble qu'il y a de la rancœur parce qu'il se sent préjudicié. C'est une interprétation, mais peut-être il y a un truc comme ça. Du coup, on dirait que Lacan cherche à réparer, hein, avec sa jouissance autre, qu'il cherche à réparer le préjudice de sa propre jouissance en réduisant la femme à être pas toute. C'est-à-dire qu'il la ramène à dire: «C'est elle qui est castrée, c'est pas lui». Voilà, donc avec Lacan, il y a cette notion de pas tout. Il y a cette notion de pas tout. Pour moi, bon, j'en ai déjà discuté avec beaucoup de collègues, hein, pour moi, c'est un fantasme masculin. Alors pourquoi? Pourquoi? Parce que justement, ça vient d'un discours naturaliste sur la différence des sexes. Les femmes n'ont pas le pénis. Traduction, elles ne sont pas toutes. Alors, elles ne sont pas toutes quoi? Pas toutes complètes, donc forcément, elles sont mutilées. En tout cas, elles ne sont pas toutes masculines. Et hein, en même temps, ce concept, quand on lit bien Lacan et tout le reste de ses textes, hein, le reste des séminaires, ce concept, c'est quand même chez lui un grand flou. C'est un grand flou. C'est-à-dire qu'il cherche tout au long de son œuvre, hein, il cherche une logique à cette énigme du corps féminin pour saisir ce dont il ne bénéficie pas peut-être lui-même. C'est-à-dire qu'il cherche à récupérer cette jouissance de l'autre qui n'en finit pas de se répéter. Voilà. Alors, il a besoin de mettre du patou chez les femmes, de les rappeler, voilà, il a besoin de les rappeler à leur castration, de dire, il dit quoi? Il dit, je le cite, que c'est une jouissance en défaut. Il dit aussi que quelque chose de son côté à elle boite. Bon, et en disant que cette jouissance autre n'est pas phallique, il en vient même à dire que ce n'est pas tout réussi. Sympa, voilà. C'est-à-dire qu'il a besoin de castrer quelque part la jouissance des femmes. Et du coup, de rester sur le versant naturaliste, hein, et ben, ça épingle les femmes dans une case. Voilà, les femmes, elles étaient dans une case, c'est peut-être pour ça qu'elles ne parlaient pas d'ailleurs. Voilà, et c'est pour ça peut-être qu'elles ne contestaient pas, hein. C'était finalement bien commode. Ce patou finalement était bien commode pour tout le monde. Les femmes, elles parlaient pas, elles disaient rien. De toute façon, elles étaient épinglées, castrées, voilà. Donc, qu'est-ce qui a fait que Lacan, qui faisait un retour à Freud, voilà, qui a permis à la psychanalyse de rester dans le champ des mécanismes inconscients et de ne pas tomber dans l'erreur comportementaliste, hein, et pour ça, je lui suis très reconnaissante. Qu'est-ce qui a fait que Lacan s'est mis à inventer la notion de patou? Et ça, certainement pour contrecarrer, hein, cette répétition de la jouissance, féminine, hein, qui est impossible du côté des hommes. Alors justement, pour essayer d'y répondre, je voudrais dire qu'à ce propos, hein, je voudrais expliquer qu'autour du sexe des femmes, il y a depuis toujours une erreur d'interprétation. Il y a une erreur d'interprétation, c'est-à-dire qu'il y a un préjugé, une sorte, d'idée préconçue dans lequel tous les hommes étaient pris à l'époque et étaient pris depuis toujours. C'est-à-dire que de réduire la femme à quelque chose de patou, c'est de faire croire qu'elle est corporellement, au niveau du corps, qu'elle est corporellement mutilée au niveau de son anatomie et pas l'homme. Alors ça, pour moi, ça ne correspond pas à une théorie qui parle de mécanismes psychiques, mais qui fait plutôt, ce qui ferait plutôt, cette énorme confusion donc de prendre le pénis pour le phallus et donc de prétendre que si pas de pénis dans le trou vaginal,
hein, eh ben, il y a pas de jouissance phallique. Voilà. C'est-à-dire que cette théorie patriarcale, c'est une méprise. C'est une méprise parce que ce n'est pas parce que les femmes n'ont pas de pénis qu'elles sont castrées, en fait. C'est pas pour ça qu'elles sont castrées au niveau du corps. À leur sexe, il ne manque rien. Elles n'ont rien de moins que les hommes quand même. Et le sexe des femmes, il est entier. Aucun père ne prend le risque de couper le sexe de son garçon, je veux dire. Et aucun n'a coupé le sexe de sa fille. Quand Freud parle de castration, il ne parle pas d'une castration physique, jamais. C'est-à-dire qu'il parle de féminisation. Voilà. En fait, cette angoisse de castration, hein, c'est une théorie sexuelle infantile. C'est seulement une théorie sexuelle infantile, donc imaginaire, qui s'est enclenchée au moment où les enfants, quand ils sont petits, hein, découvrent que la longueur du pénis est beaucoup plus petit ou pas visible chez les filles. Et là, le garçon comme la fille s'imaginent qu'aux filles, on leur a coupé le sexe, c'est tout, hein. C'est un problème, en fait, c'est un truc scopique. Et c'est vrai que les enfants s'angoissent de cette différence. Et c'est là qu'ils se mettent à élaborer des tas de théories infantiles pour se rassurer. Voilà. Et je pense que notre société, hein, je pense que notre société a toujours été prise dans ce leurre-là. C'est-à-dire que cette théorie infantile d'une castration possible dans la chair du corps est toujours aussi enquistée dans la tête des hommes. Voilà. Et c'est le problème, c'est que les femmes, elles en ont beaucoup pâti quand même. Voilà. Elles se sont tues, elles ont été mises à l'écart du social, elles se sont retrouvées dépendantes de leur mari, de leurs époux, etc. Les femmes, c'est quand même la moitié, voire plus, de l'humanité. Et pourtant, à cause de cette erreur d'interprétation sur la notion de castration, ça a donné donc la domination masculine, puis aussi ça a donné le truc de dire qu'il y a une jouissance féminine. Alors justement, une jouissance féminine qui serait différente de la jouissance masculine. Et justement, hein, là je finis, hein, Lacan est revenu, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, Lacan est revenu sur cette notion de jouissance féminine à la fin de sa vie. Dans ses leçons du 15 janvier 80, il dit, alors je le cite, hein, je le cite: «Il n'y a pas de trace d'une nature antiphallique dans l'inconscient». Il dit ça. C'est-à-dire c'est phallique pour les 2 sexes. «Il faut que je termine sur le malentendu des femmes que j'ai dites. N'être pas privé de la jouissance phallique». Voilà. Parce qu'il a eu finalement des remontrances lui-même, à cette époque, de ses propres, des analystes qui l'entouraient, qui lui ont dit: «Bah, finalement», alors qu'il imputait, hein, il dit: «On m'impute de penser que ce sont des hommes», parce qu'il a dit qu'elles étaient toutes phalliques. «On m'impute de penser que ce sont des hommes, je vous demande un peu». Voilà. C'est-à-dire que la jouissance phallique, je continue à le citer, hein, la jouissance phallique ne les rapproche pas des hommes. Et là, il a complètement raison. Ne les rapproche pas des hommes, ça les éloigne plutôt, hein, puisque cette jouissance est obstacle à ce qui les apparie au sexe de l'autre espèce, hein. C'est-à-dire que là, c'est vrai. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de rapport sexuel. C'est en ça qu'on peut dire qu'il n'y a pas de rapport sexuel, parce que justement, c'est totalement phallique. Voilà, c'est bien parce que les femmes et hommes, hein, sont tous deux pris donc dans la jouissance phallique, hein, que ça sépare. Voilà. Donc on le voit bien là, il me semble qu'il renonce sur le tard, donc à cette notion de jouissance autre, hein. C'est-à-dire que, heu, il dit là, c'est ce que je pense, que toute jouissance érotique, hein, pour les 2 sexes, elle est circonscrite. Voilà. Bon, je vais m'arrêter là. Voilà, je crois que je pense que ça va faire discuter, enfin j'espère, voilà. Je vous remercie en tout cas de m'avoir écouté jusque là. À vous.